Les freelances perdent des milliers et des milliers d'euros à ne pas se mettre sur LinkedIn ou à mal le faire. Sauf que LinkedIn est un excellent canal d'acquisition B2B s'il est traité comme tel. Or, la plupart des freelances n'utilisent qu'une des 3 briques qui constituent LinkedIn comme un bon canal d'acquisition. Soit ils vont prospecter, soit ils vont créer du contenu, soit ils vont passer des heures et des heures à optimiser leur profil LinkedIn, mais jamais les 3 ensemble. Sauf qu'avec une seule des 3 briques, LinkedIn ne te ramènera jamais de clients de manière prévisible. Mais avec les 3 alignés, oui, et ça change tout. Hello, moi c'est Aurel, je suis cofondatrice de ProduScale, un accompagnement pour freelance où on va les aider à structurer et à développer les bons systèmes d'acquisition pour aller chercher 2 à 3 nouveaux clients par mois sur le long terme. Depuis qu'on s'est lancé il y a 2 ans, on a désormais accompagné plus de 300 freelances à développer leur activité et à aller chercher de très beaux résultats. Donc tout ce que je te présente ici a été mis en place pour moi, pour mes business, mais également pour l'ensemble des clients que j'ai accompagnés. Parce que LinkedIn est un des canaux d'acquisition principaux qu'on va développer avec nos clients et le seul réseau social sur lequel ils vont se positionner car c'est celui qui est le plus qualifié. Tu vas pouvoir à la fois attirer des super leads qualifiés en créant du contenu bien maîtrisé, mais aussi en prospectant, sans spammer évidemment si tu as les bonnes méthodologies. Et tout en appuyant ta crédibilité grâce à un profil LinkedIn optimisé. Et le truc en fait c'est que toutes les personnes qui rejoignent le programme n'ont jamais mis en place l'ensemble des 3 briques et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de résultats. En fait, généralement les gens vont développer la brique avec laquelle ils se sentent le plus à l'aise, donc généralement ça va être créer du contenu parce qu'ils ont peur de déranger ou prospecter parce qu'ils ont peur de se montrer, mais jamais tout ensemble. Or LinkedIn c'est un système à proprement parler où toutes les briques se nourrissent les unes entre les autres. C'est ce qu'on appelait le mixboard marketing chez ProduScale et c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Donc en gros, je vais décortiquer avec toi l'ensemble de ces 3 briques, comment elles fonctionnent, comment chacune se construit et comment à la fin tu vas pouvoir aligner cet ensemble-là pour construire un système d'acquisition prévisible sur LinkedIn. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière partie est la meilleure et je vais te présenter quelque chose que personne ne t'a jamais présenté sur YouTube. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux que tu comprennes pourquoi on parle de ces 3 briques et pas d'autre chose. En fait, la plupart des vidéos YouTube qui parlent de LinkedIn vont parler de la même chose généralement, mais toujours des choses de manière isolée. Soit comment faire un bon profil, soit comment créer du contenu sur LinkedIn, soit comment prospecter sur LinkedIn, soit comment trouver des leads sur LinkedIn. Enfin bref, en gros, jamais comment créer tout cet ensemble-là de manière cohérente. Sauf qu'il faut comprendre que LinkedIn est un ensemble de toutes ces choses. Et en fait, de manière très pratique, le principe de créer un système d'acquisition et non pas une stratégie monocanal, c'est de pouvoir mixer différentes stratégies pour créer un tout qui est logique et qui a le plus d'impact possible. Et c'est ce qui est possible de faire rien qu'avec LinkedIn. Parce que par exemple, si tu as un profil optimisé, mais que tu ne crées pas de contenu ou que tu ne prospectes pas, bah, personne ne va voir ton profil, donc on s'en fiche. Si tu fais du contenu, mais que tu n'as pas de profil optimisé, eh bien en fait les gens ils ne comprennent pas que tu es un expert et quel besoin, en tout cas quel résultat tu peux leur apporter. Si tu prospectes, mais que tu n'as pas de contenu et que tu n'as pas de profil, c'est exactement la même chose. Donc en fait, ces 3 briques sont interconnectées. Chacune s'amplifie, chacune va amplifier les 2 autres. Et donc, c'est vraiment ce qu'on va décortiquer ensemble, comment construire ce système-là que tu vas pouvoir implémenter dans ton activité de freelance. On va donc s'attaquer à la première brique qui est le profil. On le fait en premier parce que c'est vraiment la fondation. Par contre, on part du principe évidemment que tu as une bonne structuration, que tu as travaillé correctement sur ce que tu proposes, à quel tarif, à quel besoin tu vas répondre, quel est le résultat vers lequel tu peux emmener ta cible, enfin quelle est ta proposition de valeur, en quoi elle est le plus sexy possible, dans le sens où elle répond le plus aux besoins du marché, quel est ton positionnement, etc. etc. Ça, si c'est pas travaillé, ça sert à rien de travailler ton profil LinkedIn. Donc on part du principe que c'est fait. Ensuite, le profil, on le fait en premier parce que bah, derrière, il faut avoir un profil optimisé pour bien créer du contenu et bien prospecter, sachant que le profil, tu le fais une fois, tu vas l'optimiser de temps en temps, mais ça ne te prend pas 1000 heures, quoi. Donc on le fait en premier. L'idée, c'est que, en fait, après un message envoyé, après du contenu, même après une recommandation que quelqu'un fait de ton profil à quelqu'un d'autre, les gens vont voir ton profil LinkedIn. Ils vont voir si tu es vraiment un expert et si tu peux répondre à leurs problématiques et si tu es différent de tous tes concurrents qui existent sur le marché. Donc en gros, ils vont décider en quelques secondes si tu es crédible ou pas. Et le problème, c'est que la majorité des profils LinkedIn des freelances, ils ressemblent à un simple CV. Sauf que, en fait, le truc, c'est que ton prospect, il faut bien comprendre qu'il va pas s'intéresser à toi, il s'intéresse à lui. Est-ce que tu réponds à son besoin? Quels sont les résultats d'autres personnes que tu as eues? Est-ce que tu es capable de l'amener à ce résultat? Avec qui tu travailles? Sur quoi se base ton expertise? Quelle est ta méthodologie? Dans le sens où, en quoi ça peut l'aider à atteindre son objectif à lui. Donc en gros, ton profil LinkedIn n'est pas un CV, c'est un tunnel. Et un tunnel, ça se construit avec des éléments précis dans un ordre précis. Il y a 7 à 8 choses à impérativement travailler dans ton profil LinkedIn. La photo, la bio ou la headline, la bannière, la section à propos, la section sélection, la partie expérience et la partie compétences. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet parce que si je traite de ça dans cette vidéo-là, elle va durer beaucoup trop longtemps, où je reviens sur chacune des sections, exactement comment les construire, pourquoi, comment se différencier, etc. etc. Donc là, pour synthétiser, ce sont les sections les plus importantes à aller travailler. Tu vas retrouver la vidéo quelque part sur cette affiche ou alors sinon tu le retrouveras directement dans la description.
Par contre, les choses les plus importantes, ce sont ta photo de profil, ta bio et ta bannière. Donc, pour t'expliquer succinctement pourquoi c'est important, c'est que c'est en haut de ton profil. La bio et la photo de profil, c'est des choses que les gens vont voir partout. Quand tu postes, quand tu envoies un message, dans les recommandations de profil. Donc, ça doit être les choses les plus travaillées. Et ensuite, la bannière, quand on clique sur ton profil, bah, c'est visuel, donc ça va attirer naturellement l'attention en premier. Donc, c'est ce que tu dois optimiser dans un premier temps. Ta photo, elle doit être professionnelle, tu dois sourire parce que tu dois créer de la confiance. Et il y a plein d'autres choses à optimiser que je t'explique dans la vidéo que je t'ai mis en description. Ta bannière, elle doit montrer ce que tu fais, pour qui et quel résultat tu vas atteindre. Donc en gros, quel est le ROI de ton intervention. Exemple, j'accompagne les SaaS, enfin, j'aide les SaaS à réduire leur churn de 20% en 60 jours, par exemple. Et également, il faut que tu mettes en avant de la preuve sociale et les domaines d'intervention sur lesquels eh bien, tu vas travailler et tu peux accompagner le prospect potentiel qui va tomber sur ton profil. Tout cela est expliqué vraiment en profondeur dans la vidéo que je t'incite vraiment à aller voir une fois que tu auras fini celle-ci. Maintenant, on peut passer à la deuxième brique qui est le contenu. Il faut bien comprendre qu'on ne parle pas de stratégie de contenu ni de stratégie de communication. On parle de stratégie d'acquisition organique sur LinkedIn. Et ce qui compte, c'est de comprendre qu'il y a des types de posts avec lesquels tu dois alterner pour faire de LinkedIn un canal d'acquisition, de manière à vraiment créer un entonnoir où tu vas d'abord te faire découvrir, ensuite tu vas créer de la confiance, ensuite tu vas te rendre crédible et ensuite tu vas montrer de quoi tu es capable, de manière très logique, sachant que il faut savoir que quelqu'un en moyenne va te faire confiance ou va vouloir potentiellement travailler avec toi si tu lui as répété 7 fois le message, si tu lui as montré 7 fois que tu étais pertinent et percutant pour eux. C'est pour ça qu'il faut impérativement que tu publies régulièrement pour différentes raisons. Déjà, il faut bien comprendre que tu es sur un algorithme qui va valoriser la régularité. Ensuite, il faut bien comprendre que tes prospects, en fait, si tu n'es pas en train de publier au moment où ils se rendent compte qu'ils ont besoin de toi, potentiellement, ils vont aller voir tes concurrents. Et ensuite, parce que c'est en testant régulièrement que tu vas pouvoir optimiser ce que tu fais. Donc, part du principe que tu dois publier régulièrement, minimum 3 fois par semaine sur la plateforme. On va voir ensemble donc chacune succinctement des 4 catégories. Le premier type de post, ce sont les posts mainstream. Ce sont les posts qui vont te ramener de la visibilité. En fait, le but, c'est de parler non pas de sujets qui vont toucher directement ta cible, de ton expertise, mais d'aller chercher une audience un petit peu plus large et de manière très pragmatique en fait. Ton audience. Il y a une petite partie qui est composée de ta cible. Il y a d'autres parties, c'est des personnes qui ne sont pas qualifiées pour toi. Mais par contre, ton audience, peut-être que dans son réseau, elle va avoir des personnes de ta cible et donc te rendre visible auprès des personnes de ta cible. C'est pour ça que c'est super important de créer du contenu qui va viser une audience et aussi une cible précise. Et donc, tu as différents types de contenus en fait qui sont associés à ça. Ensuite, le principe du post mainstream, c'est de se dire que ta cible n'est peut-être pas directement éduquée sur le fait que ce que toi tu lui proposes, c'est exactement ce qui va pouvoir lui permettre d'atteindre son objectif, de résoudre sa problématique. Par exemple, si tu vends du SEO, peut-être que ta cible, elle veut simplement aller générer plus de trafic sur son site web ou qu'elle veut simplement avoir plus de prospects. Mais elle ne sait pas forcément que le SEO, c'est la solution à ses problèmes. Donc, en fait, tu dois devoir lui parler de marketing digital parce qu'en fait, le SEO, ça s'intègre dans le grand domaine du marketing digital. Et de relier le marketing digital au SEO pour lui faire comprendre petit à petit avec les autres types de posts qu'on va voir après que c'est la solution à ses problèmes. Donc, il y a un double enjeu avec les posts, un objectif de visibilité, donc les concepts mainstream. Et ils sont ultra importants parce que c'est ce qui va te permettre aussi d'être constamment découvert auprès de nouvelles personnes. Donc vraiment, le but, c'est de remplir le haut de ton tunnel. Ensuite, ton tunnel du dessous, ce sont les posts storytelling professionnels. Je dis bien professionnels et non pas personnels parce que, en fait, parler de toi, tout le monde s'en fout. L'idée, en fait, derrière ces posts de personal branding, c'est de comprendre que c'est là où tu vas aussi te différencier des autres. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait appel à un freelance, il ne veut pas juste faire appel à un prestataire de service exécutant. Ou alors, si tu te positionnes comme ça va pas fonctionner très longtemps pour toi. On veut faire appel à un collaborateur avec lequel on va rester sur le long terme. Évidemment, on veut bien s'entendre avec le collaborateur, donc on veut comprendre qui est l'humain derrière l'expertise. Là, l'idée, ça va vraiment être de parler de ton évolution professionnelle, de certaines de tes valeurs en rapport avec ton activité, de comment se positionne aussi l'humain dans une prestation de service. En gros, bon, j'ai fait toute une vidéo complète où j'explique étape par étape comment construire un bon post de storytelling que je mettrai pareil quelque part sur l'image, mais également en description. Parce qu'il y a vraiment une stratégie bien précise pour construire une bonne histoire de manière à aussi faire rentrer ton prospect dans ton parcours et s'attacher aussi à toi. Bref, tout ça est expliqué vraiment en profondeur dans cette vidéo qui est assez longue d'ailleurs. Mais le but aussi, c'est de te dire que tout ton parcours professionnel peut faire l'objet d'énormément de postes. À l'intérieur de l'accompagnement, j'ai construit toute une méthodologie sur l'exercice du comment construire son storytelling professionnel, où on vient vraiment trouver des dizaines et des dizaines de postes à réaliser par rapport à tout ce que la personne a déjà vécu dans son parcours professionnel, et ensuite toute la méthodologie pour trouver des idées de postes au quotidien au fur et à mesure de l'évolution de l'activité. Ça, c'est très important parce qu'en fait, c'est ce qui va te permettre d'avoir vraiment une stratégie de contenu qui soit cohérente et que tu puisses projeter sur les mois j'allais dire les années, mais non, vraiment sur les mois à venir pour vraiment te décharger mentalement de trouver des idées pertinentes.
Maintenant, les posts expertise, ce sont les posts qui vont vraiment créer ta crédibilité. Donc, tes posts mainstream, ils ont créé de la visibilité, le storytelling, de la confiance, les posts expertise, ta crédibilité. Toujours basé sur ta cible. Comment tu résous son problème? Qu'est-ce que tu as déjà mis en place? Quels sont tes conseils par rapport à ton domaine d'activité? Il faut vraiment que tu donnes toujours la solution. C'est du concret, c'est du méthodique. L'idée, c'est vraiment de se dire que le but de ces posts, c'est pas de faire des vues. Le but de ces posts, c'est de monter à ta cible que tu es crédible. Je vais pas revenir sur comment construire un bon poste d'expertise, les bons types de postes d'expertise, etc. Parce que je vais pas non plus tout partager ici. Mais il y a vraiment des types de postes bien particuliers pour montrer que tu es capable de résoudre la problématique de ta cible. Pourquoi montrer que tu es vraiment conscient de sa situation initiale et que tu es capable de la traiter, pour montrer que tu maîtrises chaque point qui vont lui permettre d'aller chercher son objectif, et aussi pour l'éduquer sur ce qui va pouvoir lui permettre d'aller chercher le résultat qu'elle veut aller chercher avec toi. Donc là, le but, c'est vraiment, avec ce type de poste, on vient chercher des interactions directes ou indirectes de la part de ta cible pour montrer, pour le faire comprendre enfin, toi comprendre qu'elle est intéressée par ce que tu proposes, et ensuite que tu puisses à ce moment-là aussi venir avec une bonne stratégie de prospection pour aller la nurturer potentiellement. En fait, là, le but, c'est aussi de l'éveiller et de lui montrer que tu es vraiment l'expert ou l'experte. Donc, avec des posts qui ne vont pas parler à tes pairs, et là, il faut vraiment faire très attention à ça, mais à ta cible, parce que la plupart du temps, les gens font mal leur contenu et ils vont faire beaucoup de vues, mais ils vont s'adresser qu'avec des gens qui font la même chose qu'eux, donc il va y avoir aucune conversion derrière. C'est exactement ce qui s'est passé. Hier, je discutais avec une meuf qui va rejoindre l'accompagnement parce qu'en fait, elle faisait beaucoup de vues sur LinkedIn, mais derrière, ça convertissait pas, mais parce qu'elle traitait pas sa stratégie d'acquisition de contenu sur LinkedIn comme une stratégie d'acquisition. Et du coup, elle parlait à des gens qui font la même chose qu'elle. Ça n'a aucun intérêt. Toujours, toujours partir de ta cible. Et donc, on va pouvoir aller sur le dernier type de poste, qui sont les posts de preuve sociale, les posts de vente. Le but de ce type de poste, c'est pas de faire des vues, c'est de te ramener un contact direct avec une personne de ta cible. C'est l'unique objectif. Donc là, en fait, c'est très simple. Il faut montrer de quoi tu es capable. Il faut montrer quels sont les résultats que tu as permis d'obtenir à ton client. Et moi, j'ai créé tout un système en interne où, en fait, à partir d'un seul poste, d'une seule mission, pardon, client, tu es capable de créer minimum 15 autres postes qui vont venir de manière cohérente. Pour qu'une seule mission, en fait, elle te rapporte des postes sur le long terme et donc elle te rapporte des leads sur le long terme tout en, à chaque fois, tournant la mission sur un autre axe pour jamais non plus tout le temps répéter la même chose. Donc l'objectif de ce type de poste, c'est de vendre. Alors pareil, je ne vais pas revenir sur les différents types de postes, sur la structure d'un bon type de poste, sur comment construire un bon CTA pour ramener à la conversion via un poste, mais le but de ce type de poste, c'est de vraiment montrer, ok, je t'ai montré que, enfin voilà, je t'ai rendu visible, tu m'as découvert, je t'ai montré que j'étais une personne de confiance, je t'ai aussi montré que j'étais expert sur mon sujet parce que je maîtrise vraiment l'ensemble de ta situation et toutes les étapes qui vont t'amener à la solution, en tout cas t'amener au résultat que tu veux avoir. Et ensuite, maintenant, avec les postes de preuve sociale, je te montre que je l'ai déjà fait pour d'autres personnes qui étaient dans la même situation que toi et qui sont arrivés à ta situation rêvée. C'est vraiment l'objectif de toute ta stratégie de contenu. Et en faisant ça et en mettant ça dans un bon ordre, avec les bons types de posts au bon moment et avec une bonne stratégie de prospection et de setting derrière qu'on verra juste après, tu peux avoir des leads qui tombent toutes les semaines. C'est vérifié avec moi et avec l'ensemble de mes clients. Donc juste avant de passer à la partie prospection, en fait, il faut que tu te dises que tu ne peux pas faire ça sans réflexion, sans cohérence sur l'ensemble de tes posts. Nous, on a créé dans Produce Scale notre propre système de contenu, étape par étape, pour décomposer toute l'écriture de ton contenu, de manière à ce que ça te prenne le moins de temps possible, que ce soit le plus efficace possible. Ça te permet en fait, de prévoir tes posts sur plusieurs semaines à l'avance, de manière aussi à respecter toute la cohérence psychologique du post-process par lequel doit passer ton prospect pour avoir envie de travailler avec toi. Mais il faut vraiment que tu dédies des contenus, des plages horaires, pardon, pour créer ton contenu dans ta semaine et que chaque jour aussi tu aies des horaires pour être sur LinkedIn, interagir sur LinkedIn. Pareil, sur ma chaîne, tu retrouveras d'autres vidéos à ce sujet. Maintenant, la troisième brique, c'est la prospection. C'est là où tu vas aller prendre tes petites mains, rentrer en contact avec ta cible et faire en sorte de la qualifier pour de la ramener vers un appel découverte. Il faut bien comprendre que la prospection, c'est du court terme. La création de contenu, par contre, c'est du moyen long terme. Et de coupler les deux, ça te permet d'avoir du court terme et du moyen long terme. Et aussi, toutes les personnes qui vont consommer ton contenu, vont visiter ton profil, ne vont peut-être pas forcément avoir la démarche de passer à l'action et ont peut-être besoin que tu viennes la contacter, que tu viennes la rassurer pour avoir envie de prendre éventuellement un appel découverte pour travailler avec toi. En fait, avec un bon système, tu as quelques inputs à mettre en place pour avoir les outputs attendus. Par contre, attention, la prospection, ça se fait sur du volume. Il faut se dire aussi qu'il y a quelque chose de très très important à retenir que je te présenterai juste après concernant les relances. En fait, il y a quelque chose de magique qui se passe quand tu prospectes avec les deux autres briques précédentes et qui sont bien alignées. C'est-à-dire que tu envoies un bon message, évidemment, ça se construit correctement, à la bonne personne, potentiellement au bon moment, ça, je ne peux pas trop le savoir. Cette personne, évidemment, quand tu reçois un message, tu ne connais pas la personne, tu vas voir sur son profil. Ok, son profil,
on se dit, ok, cette personne est crédible, elle est experte, elle a de la preuve sociale. Je scrolle un peu, je vais voir l'ensemble de tes contenus. Hop, dans les 2-3 derniers posts, je vois de la preuve sociale, je vois des métriques, je vois des résultats clients qui sont des personnes qui étaient dans la même situation que moi ou alors qui ont eu des résultats que je souhaite avoir. Tu crées naturellement de la confiance et en fait, tu viens déjà balayer certaines objections. En faisant ça naturellement, ton taux de réponse explose, pardon, comparé à un freelance qui se concentre uniquement sur le fait de prospecter un froid avec un profil CV, aucun contenu, aucune crédibilité, aucune logique derrière en fait. Donc la prospection seule, par contre, elle n'est pas aussi efficace qu'elle pourrait l'être avec tout un système d'acquisition qui serait mis en place. C'est même devenu contre-productif aujourd'hui parce que les gens, ils reçoivent des dizaines et des dizaines de messages par jour, ils sont saturés, ils en ont marre. Donc en fait, si tu fais les choses à moitié, ils vont te répondre à moitié. C'est logique. Donc, il faut créer une bonne approche de prospection et je vous assure que vous pouvez être amené à aimer la prospection. Les clients qui rentrent dans l'accompagnement n'aiment pas la prospection pour aller 70% d'entre eux. À chaque offboarding que je fais, on retourne sur ce qui a été dit en amont lors de l'onboarding et les gens ne finissent pas par adorer la prospection, mais par l'apprécier, notamment par apprécier les résultats que ça leur permet d'avoir, mais parce qu'en fait, ils ont compris toute la logique d'une bonne stratégie de prospection, de comment ne pas déranger les gens, de comment bien faire les choses, de comment s'adresser correctement aussi à un humain et convertir étape par étape et finir par apprécier le processus, apprécier la prospection et continuer de le faire pour continuer d'avoir de plus en plus de résultats. Donc avec une bonne stratégie, la prospection ne peut pas vous faire peur parce que en plus, si vous avez les autres briques qui sont bien alignées, bah, ça vous ramène des clients et c'est tout ce que vous cherchez. L'étape numéro 1 pour bien prospecter, c'est de construire une liste de 30 prospects ultra qualifiés, ultra ciblés tout du moins, non pas 300, mais vraiment 30, de les sélectionner via la recherche LinkedIn, via Sales Navigator, via d'autres outils, enfin peu importe, on n'a pas le temps de revenir sur tout ça, mais il faut filtrer pour s'assurer de qualifier un maximum la personne. Et idéalement, il faut ensuite aller voir si les personnes sont actives sur LinkedIn, qu'elles postent, qu'elles commencent, peu importe, enfin ne pas s'adresser à des fantômes, parce que les fantômes ne vont pas te répondre. Pourquoi 30 et pas plus? Parce qu'au début, il faut tester avec 30 prospects. La prospection, c'est de l'itération et de l'optimisation. La prospection, c'est aussi du volume, mais d'abord, il faut faire différents petits volumes pour avoir un volume intéressant. Avec 30 prospects, tu peux déjà suffisamment semi-personnaliser ton approche pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement. Et quand je dis 30, c'est pas sur un mois, hein, par contre, hein, c'est 30 par semaine, 30 sur 10 jours, parce que à un moment, il faut charbonner pour avoir des clients, ça tombe pas du ciel. Sachant que il y a des métriques spécifiques pour, il y a un taux en fait général de réponse à des messages de prospection sur LinkedIn, et donc pour atteindre ce taux, pour avoir des résultats intéressants, il faut faire du volume, quoi. La deuxième étape, c'est de demander une connexion sans envoyer de notes. Et je sais que tu vas dire, ouais, mais on m'a toujours appris à mettre une note. Oui, mais non, parce qu'en fait, en pratique, le taux d'acceptation, il est globalement le même avec ou sans note. Sauf que la plupart du temps, la note, elle est pourrie, et du coup, tu perds le lead. Alors que si tu as juste une demande de connexion, en fait, il faut se dire que quand quelqu'un a une demande de connexion, il va voir sur ton profil. Et donc, ton profil va faire ce travail à ta place de créer une bonne note. Et surtout, si ton profil il est bien travaillé, en fait, tu te rends crédible et donc naturellement, tu as plus de taux de réponse. Alors que si tu envoies avec une note, la personne, elle lit la note et elle accepte ou pas, elle va pas aller plus loin sur ton profil. Donc en fait, tu perds même des taux d'acceptation. Donc là, le dire, c'est que la personne, elle voit ta demande de connexion, elle se dit, ok, pas mal, je vois son profil, le profil est à jour, il y a du contenu. Derrière, toi, tu fais ton tracking correctement dans ton CRM pour aller vérifier si elle t'a accepté et envoyer un bon message percutant. Et donc, la troisième étape, c'est qu'une fois la personne a accepté ta demande de connexion, tu dois envoyer le premier message. Je vais pas pouvoir revenir sur comment on construit le premier message ici, c'est quelque chose qu'on fait en interne et surtout, en fait, je pourrais même pas te dire comment construire un bon message parce que, en fait, les méthodologies à copier-coller en prospection n'existent pas. Parce que ton message, il dépend de ce que tu vends, de qui est ta cible, de quel est son degré de maturité par rapport à la prestation que tu vends et de la qualité du marché sur lequel tu vas t'insérer. Parce qu'en fonction de tout ça, tu vas pas aller appréhender ta cible de la même manière, tu vas pas envoyer le même type de message et tu vas pas avoir les mêmes étapes de qualification. Tout part de ta cible, encore une fois. C'est pour ça que nous, l'accompagnement Product Scale, c'est un accompagnement où on est basé sur du one-one sur la partie business parce que, en fait, tout est à co-construire par rapport aux spécificités de ton activité. Ce qu'il faut retenir par contre, c'est que ton message, il doit être court. Et la construction de ton message, l'idée, c'est de se dire qu'elle doit s'adapter par rapport aussi au vocabulaire de ta cible, par rapport à ce qui l'intéresse ou pas, tout part de ta cible, mais il doit être court parce que et efficace parce que, en fait, les gens, ils reçoivent trop de messages de prospection, ils vont jamais lire un pavé comme ça, ils veulent lire un petit pavé qui va droit au but, comme ça, ils savent ce qu'ils doivent répondre, s'ils répondent ou pas, et ensuite, la conversation continue. L'étape 5, ce sont les relances. Et c'est là où la majorité des freelances abandonnent, et je le sais parce que c'est ce que me disent mes clients avant qu'on travaille dessus. Il faut comprendre une chose, vous avez affaire à des humains, vous n'avez pas affaire à un business. Il se passe plein de choses au cours de la journée d'un humain. Si vous envoyez un message et qu'en fait il rentre dans un call, il ouvre votre message et il se dit je vais y répondre après le call, mais en fait il oublie. Ou alors si vous envoyez un message en fait il y a plein de messages qui sont envoyés au même moment, en fait votre message il passe à la trappe, donc il ne vous répond pas, non pas parce qu'il peut pas vous répondre, mais parce que votre message est passé
passer à la trappe. Ou parfois, bah oui, ok, il n'a pas envie de vous répondre, et peut-être parce que c'est pas le bon moment pour lui, et peut-être parce que l'approche n'était pas forcément bonne, donc vous allez vous rattraper pendant la relance. Ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte, c'est pour ça que les relances sont obligatoires à faire, parce que vous avez affaire à un humain. Vous-même, je suis sûre que vous répondez pas à tous vos messages, et même pas forcément les messages de gens qui viennent vous prospecter, mais même les messages de vos potes, ça vous arrive. Donc dites-vous que les gens que vous allez prospecter sont dans la même situation. Donc il faut vraiment prendre en considération que parfois les gens n'ont pas eu la possibilité de vous répondre, et les relancer correctement avec un bon système de relance et un bon suivi de CRM, ça va permettre d'avoir d'autant plus de taux de réponse derrière. L'étape numéro 5, évidemment, c'est de pouvoir convertir sur un appel. Pareil, j'ai fait toute une vidéo explicative sur le process commercial idéal à mettre en place en tant que freelance pour se différencier de la concurrence. Donc je mettrai ça quelque part ici sur la vidéo, mais également dans la description pour que vous puissiez approfondir le sujet. Attention par contre à bien comprendre une chose, c'est que on ne structure pas son appel suite à un message de prospection de la même manière qu'on structure un appel suite à de l'inbound marketing. Parce que l'approche est différente, donc encore une fois, il faut toujours s'adapter à sa cible. Donc en fait, le déroulé de l'appel va être différent, c'est pas la même structure. Mais l'étape finale de ta prospection, c'est de ramener sur un call découverte. Pour rendre ça un petit peu plus concret, je vais partager ce qu'on a mis en place avec un de nos clients qui s'appelle Guilhem. Évidemment, c'est ce qu'on a mis en place avec l'ensemble de nos clients dans l'accompagnement, mais on va prendre son exemple précisément. Guilhem, il a en CDI en plus d'être freelance. Il n'avait donc pas 100% de son temps alloué à son activité, et il a fallu adapter les stratégies à sa disponibilité. Et la stratégie qu'on a mise en place fait qu'il ne prend pas plus de 5 heures par semaine pour travailler sur son acquisition et sur sa partie commerciale. Et en l'occurrence, sur sa prospection, il y passe entre 2 et 3 heures par semaine. Sur sa prospection LinkedIn, parce qu'on a construit un process ultra précis qui correspond à son marché, à sa cible et à son business, hein, je rappelle, qui lui permet de créer un taux de prise de rendez-vous de 10 à 15% après ses messages, et qui lui permet de signer plus de 3 000 € de prestations par mois de manière récurrente, en parallèle de son activité, sachant qu'il démarrait de zéro. Parce qu'on a construit aussi évidemment une bonne structuration pour s'adresser à une cible précise, parce qu'en fait le marché des data analysts, parce que les data analysts c'est un marché où tout le monde se vend de la même façon, tout le monde se vend en TJM, où ils vont intervenir sur des missions long terme en salariat déguisé, tout le monde passe par des ESN ou attend qu'on vienne les voir. Donc là on a vraiment construit une structuration ultra différenciante avec un positionnement très différenciant et une offre bien précise, et on a mis en place un système d'acquisition cohérent derrière ça, ce qui fait qu'en fait en 2-3 heures par semaine il a entre 2 et 5 rendez-vous par semaine derrière, et eh bien il signe des super grosses missions qui font que j'attends qu'il arrête son CDI pour pouvoir aller largement chercher les 10 000 € par mois derrière. Tout ça pour dire en fait qu'avec une bonne stratégie, on peut très facilement se différencier avec une bonne stratégie de contenu, une bonne optimisation de profil et une bonne stratégie de prospection qui vient simplifier tout ça et permettre de rentrer en contact avec des personnes qui vont pas naturellement aussi consommer notre contenu. Le plus important de la vidéo, et c'est exactement ce qu'aucune vidéo ne t'explique quand les gens parlent de LinkedIn, c'est que quand tu as toutes les briques qui sont mises en place, il se base une boucle vertueuse. Parce que tu ajoutes un prospect en outbound, il est exposé à ton contenu en inbound. Et même s'il répond pas à ton premier message, il va être notifié par les posts que tu vas faire derrière. Et le jour où il a besoin de toi, il va penser à toi parce que tu as une bonne stratégie de contenu, et en fait, il se rappelle tout le temps de toi. Et surtout, en plus, si tu as une bonne stratégie de relance, il va se rappeler de toi forcément. Et même s'il y a quelqu'un qui te dit c'est pas le bon moment et tu as eu un call découvert via un autre canal d'acquisition sur lequel tu t'es positionné, en fait, tu dois l'ajouter sur LinkedIn, il va être nurturé par ton contenu, peut-être que tu vas lui envoyer un message au bon moment et qu'il va finir par travailler avec toi. En fait, il faut bien se dire dans tous les cas que l'acquisition, il ne faut pas voir ça de manière court-termiste, mais de manière long-termiste. Et inversement, quelqu'un qui clique sur ton profil parce qu'il a bien aimé ton contenu, il voit que tu as un funnel qui est aligné à tout ça, c'est clair, c'est précis, tu as un post qui lui présente un résultat client au bon moment, il clique pour prendre un rendez-vous derrière toi. Et pour finir aussi, chaque client que tu as signé, tu demandes une recommandation, la recommandation elle est poussée sur ton profil, donc en fait derrière ça te nourrit ta crédibilité, donc derrière ça amplifie tes posts, et donc derrière ça te fait aussi plus signer. Donc cette stratégie de mix band marketing, c'est la meilleure stratégie qui existe. Après, je tiens à préciser que ça, c'est un canal d'acquisition, mais il y a d'autres canaux d'acquisition sur lesquels il faut se positionner parce que tout le monde ne s'auto-alimente pas via LinkedIn directement. Et c'est la meilleure stratégie que tu puisses développer là si tu galères à trouver plus de clients ou juste si tu veux aller chercher plus de résultats dans ton activité de freelance. Donc, LinkedIn, c'est pas de la loterie, c'est pas non plus un réseau social, ce n'est pas une stratégie de communication, c'est un système avec 3 briques qui s'auto-alimentent, ton profil, ton contenu et de la prospection ciblée. Tout part toujours de la même chose qui est ta cible idéale que tu dois connaître sur le bout de doigt. Donc il faut que tu aies une bonne structuration en amont. En fait, l'ensemble de tout ça, c'est ce qui va faire que assurément, tu vas signer minimum 2 à 3 nouveaux clients par mois pour aller chercher de nombreux résultats et t'éviter de galérer des mois et des mois comme c'est peut-être le cas si tu regardes cette vidéo. Donc en fait, concrètement, si tu as déjà commencé à mettre en place une de ces 3 briques, eh bien identifie celle qui te manque et pose-toi dessus cette semaine pour mettre en application ce que je t'ai dit dans la vidéo. N'hésite pas aussi à cliquer sur toutes les autres vidéos dont je t'ai parlé lors de cette vidéo. Tous les liens sont en description pour pouvoir approfondir les sujets qui t'intéressent.
t'intéresse. Il y a bien une chose à retenir de cette vidéo, c'est que le problème c'est pas LinkedIn, le problème c'est le système que tu n'as pas sur LinkedIn. Et concrètement, tu peux aussi voir comment ce système, je le mets en place au quotidien en allant me suivre sur LinkedIn. Mon nom c'est Aurane Janvier, je partage toutes les semaines des posts, tous les jours, où je partage ce qu'on a mis en place avec les freelances qu'on accompagne, des recommandations, énormément de posts de valeur pour améliorer son business de freelance, ce qui marche pas, ce qu'il faut faire et surtout, évidemment, pourquoi. Et si tu as envie de passer d'un freelance qui teste à un freelance qui construit vraiment un business, alors abonne-toi à la chaîne, mets la cloche, je partage des vidéos de valeur chaque semaine et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. D'ici là, bonne semaine!